It's time! Yeah. Les amis, l'UFC Paris, c'est dans... Quand on tourne, évidemment, cette interview, c'est dans 2 semaines. On a énormément de choses à voir ensemble. On fera bien évidemment une preview complète et un débrief complet comme vous en avez l'habitude. Mais là, place aux interviews. On a décidé de passer à 3e vitesse cette année et d'essayer de se faire plaisir, d'aller à la rencontre des acteurs du milieu. Et en l'occurrence, aujourd'hui dans ce podcast, c'est l'architecte, l'homme de l'ombre de sa championne Manon Fiorot, véritable stakhanoviste du MMA, passionné par la discipline. Je suis sûr qu'il en a très envie d'en découdre à l'Accor Arena de Bercy pour atteindre lui aussi, d'une certaine manière, les sommets du MMA mondial. On va discuter prépa physique, prépa mentale, gestion de combat, management, tout ça avec notre cher Aldric Cassata qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour coach. Salut les gars, ravi de faire le podcast et bravo pour votre travail, c'est très bien ce que vous faites. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne serais rien sans mon cher Lionel qui est également là. Bonjour Lionel. Oh non, mais vous en êtes un autre, monsieur Clément. Et très, très content d'avoir le coach Cassata avec nous. Ça fait très, très longtemps qu'on voulait vous avoir. Donc là, vraiment, on est vraiment, vraiment ravis. Et je trouve que l'événement est parfait en plus. Ouais. Un combat incroyable, un événement incroyable. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Tout à fait. Coach, bien évidemment, on va commencer comme avec Manon d'ailleurs sur la prépa. Manon nous disait dans son interview que elle se sentait très bien, qu'elle avait quasiment fait le meilleur camp de sa vie. Vous, en tant que coach, par rapport à la réception de ce qu'elle vous a donné, ce que vous lui avez montré, etc., vous êtes en phase aussi avec ça? Tout s'est très bien passé pour ce combat? Le camp est opti. C'est-à-dire que les choses qu'on voulait développer, on les a développées. Les choses, d'un point de vue, les qualités qu'on voulait avoir pour ce combat sont largement arrivées, que ce soit en prépa physique, que ce soit dans un domaine technico-tactique, dans un domaine de performance. Donc, il n'y a plus qu'à garder ça maintenant au chaud et de préparer la perte de poids, ce qu'on est en train de faire. Et puis voilà, le camp, je ne vais pas dire qu'il est terminé, mais en tout cas, la dangerosité, les risques de blessures sont nettement diminués là au moment où on se parle. Ça, c'est une bonne info déjà. Ça veut dire qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles, on n'aura pas de Manon qui sera out. On va tout faire pour que les choses soient faites dans le respect de l'intégrité physique et pour qu'elles soient au top, mais le soir du combat n'est pas ni avant ni après. D'ailleurs, là, on parlait de poids, justement. Manon nous disait aussi dans l'interview que c'était une combattante qui était des plus denses chez les moins de 57. Elle a combien de poids à perdre à peu près avant d'arriver à la bonne marque? Honnêtement, par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour arriver dans un poids habituel à la Fight Week, il te reste 2 kilos. Oh, ça va. Ouais. Ça va. On va avoir un peu de déshydratation, bien sûr. On s'en est jamais caché, même si tout ce qu'on fait est fait avec raison, encadré par médecin, biologiste et kiné. Mais ouais, on est très bien, on est en avance sur le poids. Après, on a travaillé différemment. Elle a eu la diététicienne, il y a même quelqu'un qui faisait les menus pour elle. Donc, c'était beaucoup plus facile, en tout cas pour elle, à suivre. Et même beaucoup plus varié, du coup. Parce que comme c'était pesé, on a coupé les hydrates que très tard. Et en fait, c'est passé beaucoup plus vite. Ok. Lionel, toi, sur la prépa, peut-être? Non, je voudrais juste revenir sur ce que nous a dit Marion. Nous a dit que Manon, pardon. Sa blessure, en fait, ça a été presque un mal pour un bien, dans la mesure où ça lui a permis de vraiment, pour la première fois depuis très longtemps, de se reposer, de reposer son corps et d'étudier d'autres choses, en fait, que jusqu'ici, elle n'avait pas eu le temps, tellement elle avait la tête dans le guidon. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi? Est-ce que très rapidement, vous avez décidé de voir le bon côté de la chose? En fait, si tu veux, Manon, elle n'a vraiment pas arrêté. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Moi, j'ai des méthodes d'entraînement très axées sur les automatismes et la répétition. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, il y en a de plus en plus. C'est des semaines très chargées. C'est lourd. Tu vois, matin, après-midi, prépa physique, répétition, mise en situation. Donc, sachant qu'elle bosse vraiment dur, elle, et que en plus, tu sais, il y a des athlètes qui sont capables de se dire cet après-midi, je suis un peu fatigué, je vais laisser passer quelques rounds, je vais travailler plutôt ça en perdant. Elle ne peut jamais perdre un round. Donc, dans tout ce qu'elle fait, il y a un mindset hyper fort de ne rien lâcher, qui ramène beaucoup d'intensité du coup dans ses entraînements. Donc, en termes de temporalité, après 5 ans très très durs, je pense que pour son esprit, c'était pas mal. Après, une blessure, ça se surmonte, il faut voir les bons côtés. Et effectivement, il y en a eu des bons côtés. Le fait de pouvoir réparer aussi d'autres blessures qui nous embêtaient au quotidien, le fait que ça lui a redonné goût même à l'échange, à la visualisation de techniques via télé ou tablette. Et du coup, et en plus,
elle est restée très active dans le sport en même temps. Elle a pu se reposer et rester active parce qu'elle est venue avec moi sur pas mal de combats de gars de l'équipe, du Boxing Squad, à l'étranger notamment. Elle est venue avec moi en Corée, juste avant la blessure. Elle est venue en Allemagne. On est allé à Abu Dhabi sur un déplacement UA Warrior. Donc, elle est restée dans le game, mais en étant focus sur elle et sur sa réathlétisation. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ah pardon, vas-y Lionel, vas-y, je t'en prie. Non, juste pour terminer, excuse-moi, juste pour terminer sur la question, du coup, est-ce que vous avez senti un plaisir renouvelé, une envie vraiment qui est revenue? Ça, c'est-à-dire que là, je sens qu'elle était contente de regarder des vidéos techniques, des events, de venir avec moi sur des events, alors qu'avant, elle le faisait parce que il y avait un côté club pour faire plaisir à ses teammates, mais c'était de la camaraderie, c'était pas de l'envie. Et là, vraiment, ça a beaucoup boosté son mindset à ce niveau-là et sa motivation quant à ce sport qui est très exigeant. Et du coup, moi j'ai l'impression que j'avais envie de vous demander ce que ça avait changé aussi pour vous dans la préparation pour éviter de lui faire perdre du temps, mais de ce que je comprends de vos réponses, j'ai l'impression que c'est presque plus facile aujourd'hui. Ah oui, parce que déjà on a pris très au sérieux cette réathlétisation en travaillant avec de très grands professionnels. J'y reviendrai si tu veux appeler après s'il y a un autre chapitre sur la blessure. Mais déjà il y a beaucoup moins de douleurs récurrentes. On a soigné des blessures qui l'handicapaient pas forcément, mais qui étaient synonymes de douleur, de mauvaise humeur aussi, parce que c'est dur d'avoir mal et que ça reste récurrent. Donc, clairement, les conditions de ce camp-là, elle a été beaucoup moins impactée par ça. Elle a pu beaucoup plus se focus sur la performance et le game plan, quoi. Et lié du coup à ce chapitre sur la blessure, moi je voulais vraiment y revenir avec Manon et aussi avec vous pour cet autre regard. Évidemment l'opération, les 2-3 semaines suivantes qui sont toujours extrêmement difficiles parce qu'on n'a pas de mobilité, on n'a pas de flexion, on n'a pas on a généralement les piqûres, enfin on a toutes ces choses qui nous prennent la tête. Et ensuite on a quand même plusieurs étapes très rapidement qui s'opèrent, le retour de la marche, le retour de la flexion, tout ce que j'ai pu évoquer là, et puis le retour vite au vélo, au kiné, tout ça. Comment ça a aussi changé votre approche de coaching en fait, parce que finalement on peut pas travailler, je pose la question connement, mais on peut pas travailler les low kicks avant un certain temps quand même. Donc qu'est-ce que ça a changé aussi pour vous cette approche-là? On a vraiment consacré ce temps à sa réat en sous-traitant déjà. Je vois qu'il y a un travail de recherche qui a été fait de votre part au niveau des étapes. C'est exactement ça. Je me suis fait les croiser aussi. Hein. C'est pour ça. Mais on va dire que déjà, si les gens qui prennent en charge, qui sont en charge de ça, c'est Bertrand Sonricoté, le chirurgien qui opère les footballeurs, pas mal de joueurs de la NBA, Zlatan pour ne pas le nommer, et que derrière, il y a une équipe avec l'ancien kiné de l'OGC Nice, Monsieur Boulon, et avec Alexandre Delal, le préparateur physique de l'Olympique Lyonnais, de l'OGC Nice qui gère la réat, elle est déjà bien orientée. Parallèlement à ça, on a réussi à avoir des équipements et un savoir, une anecdote, enfin un exemple, plutôt, il n'y a pas dans toutes les villes un tapis de course haltérgé qui permet de courir en apesanteur. Maintenant, elle a pu reprendre la course beaucoup plus tôt grâce à ça. Donc, on est à Nice, mais on commence à avoir une structure, que ce soit de blessure ou de gestion de la blessure et des traumatismes qui est importante. Et du coup, on a capitalisé au maximum. Donc, si tu veux, le temps de la réathlétisation, il a été fait pour aussi soigner les bobos, vérifier que, par exemple, on n'ait pas d'écart sur la musculature de la cuisse droite et de la cuisse gauche, travailler sur un ensemble de choses. Donc, on a accepté de perdre, entre guillemets, ce temps pour nous amener de l'opération, c'est-à-dire début novembre, jusqu'à début février, on va dire, où c'est vraiment déjà très bien, à 4 mois, et pour une reprise quasiment totale en avril, avec raisonnabilité, mais elle a été très un tout petit peu de retard au départ compte tenu de la technique, qui est une technique très solide mais douloureuse. Alors excusez-moi, s'il y a des médecins qui nous écoutent, je vais peut-être écorcher le nom, mais c'est un Kenneth Jones avec orthèse latérale. Donc la cicatrice qui fait 20 cm sur le genou. Ouais. Mais c'est très solide, c'est on dire des études la plus solide, mais c'est quand même la technique au début qui est le plus douloureuse, entre guillemets, pour l'extension, la flexion, ce qui va avec. À partir de là, on a pris un tout petit peu de retard au début, mais qui était un retard dû à la technique chirurgicale.
à la ligamentoplastie en fait. Et ce retard a été très vite gommé. Et il y a des tests qui existent, qui doivent être faits normalement entre 6 et 8 mois, qui permettent de valider la reprise ou pas. Et ces tests ont été réussis très très vite. Et en fait, en gros, elle a quasiment démarré son camp en fin de réathlétisation. Donc on est sur un camp assez large. Et le bénéfice, il est là. Il est qu'il y a une recharge psychique. Et en plus, elle a redémarré sans aucune appréhension et avec un genou gauche qui ne lui faisait plus mal non plus, et avec un équilibre au niveau volume musculaire parfait et identique, alors qu'on avait des petits écarts pouvant aller jusqu'à 1,5 cm et qu'on aurait gardé si on n'avait pas eu cette période de repos. Tout à fait. Vous aviez déjà connu ça en tant que coach, vous, quelqu'un du team qui a une longue blessure comme ça à appréhender? Ouais, on est pas mal. On n'a pas été épargné. En même temps qu'elle, elle a son teammate Iliad Giroud qui a été opéré une semaine avant des croisés. Avec lui une autre technique qui était ils ont pris sur le tendon quadricipital qui a très bien marché aussi. Avant ça, on a Mehdi Dakev qui a eu un grave problème au niveau de l'insertion du pec. Disons que sur les 2-3 dernières années, on n'a pas été épargné et c'est des accidents bêtes qui sont souvent même pas sur le tapis, des trucs d'accidents de la route, des trucs comme ça. Donc, nous avons mangé notre lot de pain noir et j'espère qu'on en aura. Après, je dis qu'on en aura le moins possible, pas du tout, parce que ça fait toujours partie de la vie d'un sportif de haut niveau, la blessure. Lionel? Oui, vous venez d'évoquer son manque d'appréhension. Est-ce que vous aviez une appréhension? Quelle est une appréhension? C'est-à-dire que dès la reprise, elle crochetait avec la jambe à plus de 180 degrés, avec une extension totale, avec une flexion totale. Et c'est moi qui sursautais parce que le chir m'a dit c'est le top du top à 9 mois. Avant, c'est quand même fragile. Ouais. Donc, à 6 mois, qui faisait déjà des fauchages complets sur la jambe, partait en pivot dessus. Ouais, moi, j'avais l'appréhension, par contre. Je ne lui ai pas montré, mais oui, je l'avais, clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aussi à ce rapport de confiance que vous avez tous les deux maintenant. Parce que si vous étiez un nouveau coach pour elle ou qu'il n'y avait pas ce lien que vous aviez construit depuis 5 ans maintenant, il y aurait peut-être eu justement, je ne veux pas dire des tensions, mais je veux dire des discussions qui auraient peut-être été contre-productives pour elle ou pour vous. La relation de confiance fait que le training camp s'est très bien passé parce que vous n'avez pas montré ça aussi. Franchement, je suis là-dessus. Tu me demandes mon point faible en tant qu'entraîneur, je vais te dire ça en fait. Mes gars, pour qu'on travaille efficacement, il faut qu'ils aient confiance en moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, alors que normalement il ne devrait pas, tu vois, s'il était vraiment un professionnel parfait, il ne devrait pas y avoir besoin d'affect dans mes choix et dans mon investissement. Mais malheureusement, comme tout homme, j'ai des défauts. Et en fait, je ne travaille pas avec quelqu'un s'il n'y a pas une confiance totale, mais mutuelle en fait. Moi, il faut que je croie au projet, et lui, il faut qu'il adhère et qu'il ait confiance en moi. Et si ce n'est pas le cas, je n'arrive pas à travailler. Okay. Donc, je ne sais pas faire. Je vois que Lionel veut parler, il a levé la main comme si on était à l'école. Non, mais parce que là, si vous me permettez, là, ça me fait penser, dans nos podcasts, on aime beaucoup, Clément et moi, on est fans hardcore de boxe, de l'histoire de la boxe, et on cite souvent des anecdotes de boxe. Et là, ce que vous dites me fait penser à une citation de Eddie Fulch, qui était l'entraîneur de Joe Frazier notamment, et qui avait une fois déclaré, il disait un entraîneur doit aimer son boxeur comme son fils. Parce que sinon, il risque de l'envoyer au combat pour de l'argent, de le blesser, c'est pas bien. Et lui avait besoin de ce lien quasi filial, quasi paternel avec ses combattants. Moi, c'est pour ça que c'est un métier que je ne ferai pas longtemps encore. Je me suis fixé une dizaine d'années, pas plus, parce qu'en fait, il y a trop de pression pour moi. Il y a beaucoup trop d'affect quand mes gars combattent. Maintenant, je commence à en avoir une bonne douzaine. Et tous les gars que j'entraîne tous les jours, garçons et filles, bien sûr, quand je dis gars, c'est dans le sens général, gars anglais, quoi. Il y a de l'affect. Et voilà, on grandit ensemble. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y a pas ce rapport de confiance, qu'ils n'ont pas confiance en mon jugement et qu'ils savent que je suis là pour veiller sur eux, entre guillemets, dans la performance. Bien sûr, je ne m'immisce pas. Il y en a certains à qui j'ai une intervention même dans la vie privée, entre guillemets. Mais voilà, s'il n'y a pas ça, je n'arrive pas à travailler en confiance. Il faut qu'on se fasse confiance et que l'entente soit cordiale et qu'il y ait de l'affect en plus au milieu. Sinon, je ne suis pas à 100%. J'imagine même pas sur une Fight Week ce que ça doit donner du coup en termes émotionnels, parce que déjà pour une combattante, enfin pour Manon et pour tous les combattants de manière générale, c'est chaud à appréhender. Pour l'énergie que ça prend aussi, les sollicitations médiatiques, signer les posters, faire des photos avant, tout ça, la peser, tout ça. Mais de ce que je comprends, j'ai l'impression que pour vous aussi, ça doit être assez. On doit avoir envie d'être au samedi soir, mais comme jamais, quoi.
Confidence spéciale café crème. Le seul petit malaise que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait à Columbus après le combat de Manon contre Maya. Tu vois, ils sont tous allés manger une pizza après. Impossible de sortir de la chambre. Je dis, moi, si vous êtes gentil, vous me la ramenez après la pizza, mais je vais regarder la suite de l'UFC sur la télé et je ne sortirai pas festoyer avec vous. Parce que la redescente a été au final plus dense que la montée. Ouais, tu sais, je m'investis vraiment beaucoup. Vraiment, tous ces fighters qui m'aident et qui apportent de la bonne énergie. Et l'un va pas sans l'autre. S'il n'y a pas cet amour, entre guillemets, et cette envie de performer ensemble, il peut y avoir des mauvaises ondes sur le papier parce que tu en as un qui est à l'UFC et qui viendra signer un des plus gros contrats français pour 8 combats. Tu en as un autre, pendant que le collègue, des fois, il peut un peu galérer. Donc, il faut qu'il y ait cette envie de tirer l'équipe vers le haut et qu'on travaille ensemble et que tout le monde veuille du bien pour tout le monde. Et ça, pour le faire, tu ne peux pas déjà le faire avec une équipe trop grosse. C'est pour ça que la structure, elle me convient très bien avec une dizaine de fighters. Et il faut qu'il y ait cette envie collective, cette confiance, cette passion, entre guillemets, commune. Et du coup, ça oblige à choisir parce que tu as toujours des mecs qui n'ont pas les mêmes intentions, qui n'ont pas les mêmes. Et du coup, la redescente, elle est hyper difficile, que ce soit quand tout va bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, autant j'ai parlé de pain noir précédemment en disant qu'on avait eu des blessures, autant par contre, d'un point de vue résultat, on a fait une année 2022 exceptionnelle. On est en train de faire une année 2023 exceptionnelle aussi. Je veux dire, on gagne 80% du temps. Mais après, moi, j'ai la raison et je sais que ça ne durera pas tout le temps et que quoi qu'il arrive, sur des carrières, il y aura des revers, j'espère le moins possible. Et ça n'empêchera pas de. La méthode ne sera pas à changer. C'est juste que sur ce soir-là, il y aura un truc qui ne s'est pas bien passé. Mais pour le moment, oui, que ce soit les Elias Diroun, Axel Sola, Virgil Hogan, Manon Furo, Mehdi Takaev, ça performe partout, sur toutes les orgas mondiales. Ça avance très bien et puis voilà. Et puis ça me fait plaisir de les voir se développer comme ça. Mais pour que cette homogénéité se passe, oui, il y a un affect. Et du coup, moi, chaque combat qui se passe, il y a vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de difficultés à redescendre derrière, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Je pense, Lionel, c'est le moment parfait pour poser ta question sur le fait que la salle soit à Nice. C'est une très bonne question dont il m'a parlé hier ou avant-hier et je me suis dit, putain, elle est très bonne ta question. Je t'en prie, je te teasais, là, Non, mais on commence à être un vieux couple parce que c'est exactement ce à quoi je pensais. Tu vois, on commence à avoir les réflexes. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, est-ce que justement le fait que votre salle ne soit pas à Paris, en Île-de-France, mais délocalisée, ça vous permet justement de garder un côté le côté familial dont vous parlez et que vous voulez justement conserver, d'être à l'écart des pressions. On a l'impression que vous faites votre tambouille un peu entre vous et que ça vous réussit complètement. Je ne pense pas que ce soit peut-être que le fait qu'on soit à Nice le facilite, c'est pas faux, j'y ai jamais pensé. Après, alors forcément, comme vous l'avez remarqué, messieurs, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, on ne peut pas tous s'aimer pareil. Sinon, puis on aurait l'air con à se balader avec un cœur sur le ventre quand même. Mais après, pour être plus sérieux, je pense sincèrement n'avoir de problème avec personne dans ce milieu, être en rapport cordiaux. Alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas mon ami. Il y a des gens que j'ai plaisir à avoir au téléphone dans ce milieu du MMA français et d'autres qui sont plus formels, plus des rapports de travail, quoi. Mais c'est surtout ça. Moi, je ne fais pas de drama. J'aime bien. J'ai une grande gueule et je vais plus m'embrouiller pour mes athlètes, en fait, quand je vois la dédication et l'intensité qu'ils mettent pas pour me faire plaisir, hein, c'est eux qui performent, mais dans leur carrière. Et du coup, effectivement, de temps en temps, la critique me va très bien si elle est constructive et respectueuse. Donc, mais pour revenir à ta question initiale, je pense que ouais, la localité peut jouer, mais c'est surtout que voilà, on est en bon terme avec tout le monde. Il y a pas mal d'athlètes qui viennent, qui sont reçus comme si c'était mes athlètes quand ils viennent s'entraîner chez nous. Et ça se passe jusqu'ici très bien. Et je pense que même si on grossit, il y aura peut-être un tout petit peu moins, et encore que, je pense que je dis, moi, tant que c'est moi qui suis aux commandes, j'ai besoin, moi, de ce rapport un peu familial. Mais même si on grossit un petit peu, qu'on prend quelques individualités en plus, il faut au moins que le mindset et la pensée, elles soient communes à tout le monde.
Okay. Et est-ce que, si tu permets Clément, juste pour terminer sur le sujet, est-ce que vous avez alors nous on a l'impression, mais de l'extérieur, on a un regard extérieur bien sûr, mais de l'extérieur, est-ce que vous avez, vous, de l'intérieur plutôt, conscience de faire quelque chose justement à rebours des gens? Tout est très centralisé en France et on dit il faut être à Paris, en Île-de-France. Vous, vous montrez à tout le monde qu'en province, loin de tout, vous avez des athlètes, vous amenez votre athlète tout en haut de l'UFC au sommet mondial. Est-ce que vous pensez être du coup un modèle même possible pour d'autres clubs dans le futur? Je pense que, je ne sais pas si je suis un modèle, mais je pense que j'ai réussi à amener, de par mon vécu et de par mon passé, une vision différente en fait de ce qui se fait déjà. Je m'en suis jamais caché. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration sur la structure professionnelle des clubs de football. C'est le sport majeur dans le monde. Et donc, ouais, moi, j'ai essayé de structurer ça d'un point de vue suivi médical, suivi de la performance, très axé sur ce qui existait, ce que j'avais connu moi pendant ma jeunesse dans les centres de formation et autres. Et peut-être qu'effectivement, j'ai amené une certaine touche à ce niveau-là. Pareil pour la pratique. Je suis super content d'être cité parmi les références du MMA français quand on le fait. Mais en fait, mon MMA n'a de français que ma nationalité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bourlingué, j'ai été à l'étranger, j'ai passé beaucoup de temps. Franchement, c'est un exercice où je risque de me tromper, mais je pense que si j'additionne les mois et années passées à l'étranger, on ne doit pas être très très loin. On est à plus de 3 ans. J'allais dire 5 ans, mais je préfère pas mouiller. On va dire en tout cas à plus de 3 ans passés à l'étranger. Donc, mais on ne doit pas être pas loin des 5 pour être honnête, mais c'est un débat. Donc voilà, c'est des choses. Aujourd'hui, ce que je mets en place, c'est un condensé de ce que j'ai pu voir au Brésil, au Japon, aux États-Unis, en Asie et dans les pays de l'Est de l'Europe, tels que la Lituanie et consorts. Et voilà, c'est une synthèse de tout ça qui est à ma sauce à moi, qui se passe à Nice. Et c'est surtout une synthèse d'un passionné, en fait. Voilà. Avant d'être entraîneur, avant d'être combattant, ce sport, dès que je l'ai découvert, j'ai trouvé qu'il avait un impact visuel et stratégique hors du commun. Et malgré le fait que je suis aussi comme vous en tout cas, un très grand spectateur et aficionado de la boxe, c'est quand même le MMA d'un point de vue stratégique et sa dimension quadridimensionnelle qui me fait le plus vibrer, quoi. Ouais. Et tu m'excuses Clément, en fait j'ai menti, j'ai encore un dernier appendice. Moi j'ai grandi, moi le boxing squad, d'un point de vue émotionnel, ça me touche plus parce que j'ai grandi dans la région. J'ai grandi juste à côté de Nice. Et donc pour moi, de voir quelqu'un qui vient de Nice réussir au plus haut niveau, forcément, ça touche quelque chose. Et donc je me dis que quelqu'un comme vous, comme votre club, peut inspirer des gens qui avant ne l'auraient pas été. Peut-être qu'avant, la pratique du MMA à haut niveau serait restée. Ça fait un peu caste, juste Paris, ça fait un peu caste. C'est ça, exactement. Ça serait peut-être resté inatteignable. Des exemples comme vous, comme Manon, je me dis, ça va pouvoir sans doute, certainement, encourager des jeunes, encourager des gens à sauter le pas. C'est bien ce que vous dites. Et en plus, moi, il y a un truc qui m'énerve profondément, vraiment. J'en ai déjà parlé sur un autre podcast, mais je vais quand même le redire, comme ça c'est bien ancré. C'est les gens qui disent que pour réussir, il faut aller à l'étranger. On ne parle même pas de Paris, là. On parle de l'étranger. Ils sont là, ils te vendent, ils te survendent l'étranger comme si c'était une semaine de propriété dans un appartement en Espagne, tu vois, et ça me fatigue vraiment. Et je trouve assez important de signaler que sur cette UFC Paris dont nous parlons et que nous teasons, je suis intimement persuadé et quasiment sûr et certain à 100% qu'il n'y a aucun Français qui s'entraîne à l'étranger. Le seul qui pouvait être sur les deux, enfin sur la carte de l'Australie ou celle de la France, c'est Kevin Jousset, qui s'entraîne en Australie, enfin en Nouvelle-Zélande, je crois, pour être exact. Et malheureusement, il n'a pas encore signé, mais je vous souhaite de tout mon cœur de signer. Mais tous les Français présents sur cette carte, effectivement, vous avez raison, ils sont quasiment tous d'Île-de-France ou tous à part Manon. Et Benoît qui vient de déménager, mais qui s'entraîne en Île-de-France aussi. Mais non, il y a un Lyonnais aussi en plus, tu vois. J'ai failli dire une bêtise. Mais Fares, non? C'est le sparring de Fares, c'est Yanis Guémouri, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Et puis voilà, c'est déjà bien de montrer que déjà tu peux faire ça en France et il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger, voire en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Donc déjà, c'est le point positif.
Et le deuxième point positif, c'est qu'effectivement, tout ne se passe pas à Paris. On est largement capable d'avoir un seuil de compétences et de haut niveau aussi à Nice, et on n'a pas fini de le prouver. Parce que là, il y a quand même des gens qui peuvent penser que c'est un accident, que c'est parce que Manon... Non, non, on va bien éclaircir cette question, et je pense que l'année prochaine, on se reparlera à la même date et qu'il y en aura d'autres qui auront signé dans la Big League. On l'espère, on l'espère, on l'espère. Mais par contre, c'est vrai que autant sur les combattants, il n'y a pas la nécessité, autant j'ai l'impression que vous et d'autres coachs qu'on a pu écouter sur d'autres interviews, etc., s'enrichissent beaucoup en partant. On avait Michel Gillot hier qui était avec nous pour la preview de l'UFC 292, qui est un préparateur physique, donc c'est pas du coaching pur et dur, mais quand même, qui a bourlingué. Je crois que Daniel Warin aussi a beaucoup voyagé, je crois qu'il a été beaucoup au Brésil. C'est aussi une force que vous avez aussi de vous enrichir aussi de ce que le MMA mondial a proposé. Donc il y a un distinguo, j'ai l'impression. C'était aussi par choix. Moi, je te parle de ça. Ma passion pour le MMA, elle a débuté dans les années 2000. J'ai commencé à penser à transmettre un petit peu mon maigre savoir aux alentours de 2010, 2013 plutôt. À partir de là, il n'y avait pas énormément de choix, il n'y avait pas de club. J'aime bien mon acolyte qui coach maintenant avec moi, Christophe Midou, il a une expression que j'aime beaucoup, il dit en ce temps-là. Mais quand tu m'écoutes parler, tu dis, putain, on dirait qu'on a 75 ans, mais c'est pas tout à fait faux. Je vais citer Christophe avec plaisir. En ce temps-là, il n'y avait pas de club de MMA, il n'y avait même pas de MMA, il y avait du Kempo, il y avait du Shidokan, il y avait du Pancras qui commençait à arriver par les événements de Hatch d'un côté de la France et d'Adrien Caillol d'Icaïdito dans le sud de la France sur Marseille. Et voilà, le MMA était réduit à sa plus juste expression avec des pseudo-galas de Pancras, de Kempo, et on avait un savoir-faire qui était effectivement pas inexistant, parce qu'il y avait des pionniers quand même, justement comme Christophe et comme d'autres, mais non, clairement, si tu voulais comprendre les schémas, là où se dirigeait le sport, ce qui existait déjà, la lutte contre la cage, le cutting, le scramble et tout, c'était complètement pas en France que tu pouvais faire ça, c'était pas possible. C'était dans les années 2000, 2005, tout ça, c'était des mots complètement étrangers, et c'est même pas là, parce qu'on n'était même pas, on pensait même pas à ça. C'est-à-dire que le pratiquant français, que ce soit compétiteur, s'il n'avait pas d'expérience à l'étranger, on avait notre culture pugilistique de pied-point. On a déjà, la France, qui est un pays où le jiu-jitsu brésilien a émergé très tôt. De 2000-2005, il y avait déjà des Brésiliens qui étaient en France pour monter des clubs. Donc, je pense qu'on était en avance là-dessus. Mais en termes d'MMA, il ne se passait rien. Les salles de lutte n'étaient absolument pas fréquentées. Et moi, quand je suis rentré dans une salle de lutte, on m'a dit « Mais tu fais quoi comme sport, toi ?» Et c'était une autre époque. Ouais. Et je pense qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas construire un savoir uniquement en restant en France. Parce que le sport n'existait pas, tout simplement. Aujourd'hui, un fighter de 35 ans qui se dit vas-y, je veux me mettre dans la transmission et tout, je ne pense pas vraiment, à part pour sa culture personnelle, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller à l'étranger. Ok, ouais, d'accord, ok. Ouais, je vois l'évolution des choses au fil du temps. Ouais. Il faut dire que jusqu'à plutôt la dernière décennie, c'était encore beaucoup le pied-point avec l'influence de le banner et la boxe, purement parce que jusqu'à la fin de l'ère Mormec, on était encore énormément dans la boxe en France. Hein. On parle, mais le MMA, c'est devenu mainstream quand ? Moi, j'ai envie de te dire presque il y a quelques mois. Hein. Ouais, c'est hier, hein, c'est clair. Ouais, c'est clair. La légalisation, c'est 2020. Et quand c'est légalisé, il y avait le Covid au milieu. Donc, moi, je pense que le sport, il est devenu mainstream peut-être en 2022, quoi. Et encore, c'est même cette année que ça booste vraiment. Donc oui, effectivement, dans les années 2000, c'était compliqué de se construire une bibliothèque de savoir sur le continent. Et c'est pas une critique que de dire ça. Non, c'est la suite logique, c'est l'avancement des choses et c'est tout à fait normal. Parlons du combat à venir. Ça y est, rentrons un peu dans cette UFC Paris, si vous le voulez bien, avec donc la concrétisation de combattre à Paris pour Manon. Elle n'était pas là l'année dernière, on s'en rappelle. Moi, j'ai envie que vous nous racontiez un peu pourquoi Rose, parce que Lionel le disait très bien, c'est même lui qui a mis le doigt là-dessus quand on en a parlé. Ça fait des mois maintenant que vous évoquez le nom de Rose Namajunas dans le combat. C'était Valentina ou elle, en fait. C'était le title shot ou c'était Rose.
Voilà, je vais vous laisser nous justifier un peu ce choix-là. On le comprend en substance, hein, mais… C'est une super question parce qu'en fait, on était en train de parler de la réathlée et de la suite. Et en fait, d'un point de vue temporalité, on est exactement sur ça. Maintenant, elle a pris pas mal de claques émotionnelles pendant sa réathlétisation pour être exact, puisqu'il s'est passé des faits. Le premier fait, c'est Valentina qui ignore la blessure de Manon et son opération et qui la nomme, je crois que c'était au Fighter Only Award, si je dis pas de bêtises. Et dans une interview, elle dit ben voilà, la prétendante à ma ceinture, c'est Manon Fiorot. Et Manon, ça lui a fait pas mal, mais elle a été touchée de ça parce que c'est kiffant d'être reconnue par la championne la plus dominante de l'histoire de cette KT, mais tu peux pas relever le challenge. Et il faut laisser Alexa Grasso passer. Donc ça, c'était le premier fait. Quelques semaines après, c'est-à-dire que le combat de Shevchenko et Grasso qui a eu lieu quelques mois après n'est même pas fait. Et l'UFC, par je ne sais quel hasard, a oublié, en tout cas ce matchmaker-là, il oublie que maintenant elle est blessée, qu'on a refusé Grasso, mais il nous propose Rose. Ok. C'est une idée qui ne vient pas de nous du tout au départ, mais qui a germé. Et compte tenu de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que Valentina a perdu sa ceinture, et compte tenu de la domination qu'elle a eue sur la KT, il était absolument normal qu'elle ait droit à une revanche. Faut donner à César ce qui lui revient. Donc, en sachant cette donnée que la KT allait être embouteillée pendant quelques mois, on s'est dit, c'est intéressant de faire un fight. C'est même pas un money fight, hein. C'est un fight qui permet à Manon d'évoluer dans sa reconnaissance en termes de pound for pound, en termes de GOAT, un petit peu de futur GOAT de la catégorie. Et ce combat-là était bien. Et ça permettait également de rester à son niveau de compétence et pas de donner. Il y a un combat Blankfield-Santos qui devait être fait, qui n'a pas été fait pour des raisons de pull-out de Santos. Qu'elle fasse ce combat. Elles sont 3e et 4e. Et celle qui est derrière la ceinture, c'est Manon. Donc voilà, d'un point de vue sportif, la 3e et la 4e s'affrontent. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement dans un classement, parce que les places, elles ne sont pas faites de façon aléatoire. Et d'un autre côté, maintenant, on a un combat qui permet d'avancer sur le classement pound for pound, puisque Rose est mieux placée que Manon sur ce classement. C'est un combat qui permet de stepper à très haut niveau, parce que c'est quand même une championne dominante, qui est quand même, même si le combat d'Esparza n'a pas été une réussite, derrière, il y a quand même Joanna, dont je dirais Jedrzejczyk, mais excusez-moi pour les gens polonais d'origine. On a tous notre manière de le dire, hein, je crois. Et Weiding Zhang, qu'elle a battu par 2 fois. Donc ça reste une immense championne. Ça reste un combat extrêmement intéressant à préparer. Et c'est un combat logique pour nous, en tout cas, puisque la première et la deuxième, enfin, la nouvelle championne redonne une chance à l'ancienne. La 3e et la 4e s'affrontent. À partir de là, Manon, elle ne fait pas un combat pour reculer avec la 3e ou la 4e. Elle fait un combat pour asseoir sa position de challengeuse. Et derrière, ce combat c'est pas s'il est gagné avec la manière, ce combat va être gagné avec la manière. Et la ceinture ne sera qu'une évidence, en tout cas après cette performance. Lionel ? Du coup, d'un point de vue, donc là, voilà, on a compris, d'un point de vue, vous parliez, voilà, vous disiez, c'est pas vraiment un money fight. Moi, j'ai envie de dire, c'est un fight, c'est un glamour fight, j'ai envie de dire. Parce que Rose, c'est clairement, avec Amanda Nunes, c'est maintenant que la combattante la plus connue à l'UFC, la plus reconnue même. Maintenant que Nunes est partie, c'est peut-être la plus médiatique aux États-Unis, on a envie de dire. Effectivement, c'est Clément qui disait fort justement, dans le podcast qu'on avait fait quand le combat a été annoncé, que affronter Rose, ça va, comme vous venez de le dire, Manon, elle revient à la première place dans les conversations, d'un point de vue médiatique et en plus d'un point de vue sportif, parce qu'il y a la crédibilité de Rose en tant que combattante. Voilà, et nous, on trouve ça, voilà, nous, on trouvait ça très intelligent. C'est un combat de très haut niveau, d'un point de vue tactique aussi, donc il peut être… puisque ce qui fait la différence à ce niveau-là, quand on est sur les sommets mondiaux et qu'on est sur une ceinture, c'est le fight IQ. Donc c'est hyper intéressant. Alors effectivement, c'est une 52 qui monte à 57. Donc là, petit avantage pour nous, il ne faut pas se le cacher d'un point de vue physique. Mais c'est une fille qui a déjà fait des ceintures et qui a un fight IQ très développé. C'est-à-dire que tu regardes son combat contre Zhang,
elle en fait le minimum pour gagner, mais ça passe. Pour moi, elle est moins forte. Sur le deuxième combat, elle est beaucoup moins forte que Wheeling, mais il y a tellement de science dans sa façon d'appréhender les rounds que ça passe. Et c'est intéressant de combattre face à un stratège comme ça aussi. Donc, en fait, l'approche, elle était vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y avait de tout. Il y a effectivement un niveau de notoriété, il y a effectivement un niveau de top game, puisque c'est la numéro 2 contre la numéro 2 des 52, des 57. Et il y a aussi cette approche hyper technico-tactique avec un combat. Si tu as une absence de quelques secondes, tu perds une position et tu peux perdre le round. Donc, pour nous, c'est hyper intéressant. Il y a un aspect aussi qu'on a évoqué avec Manon tout à l'heure, moi qui m'a toujours assez impressionné chez Rose, c'est son travail en feinte, qui notamment lui a permis de camoufler le fameux high kick contre Weili Zhang lors de la première édition de leurs deux combats. C'est une combattante qui brouille beaucoup les pistes et c'est aussi ça la force du très haut niveau. Comment appréhender ça aussi dans son coaching? Comment faire rentrer dans la tête de Manon que là c'est une concentration de tous les instants dans ce combat-là? Comment l'aborder tout ça? Franchement, j'ai rien fait d'exceptionnel là-dessus pour deux raisons. La première, même si Manon était diminuée par sa blessure, Kathleen Choucadian, c'est un peu le même style à ce niveau-là. Okay. Elle feinte énormément. Elle engage, elle désengage, elle feinte beaucoup sur le jab. Elle a une très grande allonge en plus, puisqu'elle fait 1m73 pour la catégorie. Donc, paramètre numéro 1, c'était ça. Et Manon l'a très bien appréhendé, puisque avec un croisé pété, elle a réussi à gagner ce combat. Deuxième truc, maintenant elle vient du karaté, elle doit avoir à peu près 200 combats de karaté, ce qu'on appelle Shotokan, et ça c'est un style où il y a quasiment que de la feinte et du timing. Donc ça, c'est son ADN ça déjà, tu vois. La feinte et l'instant, le timing, c'est l'ADN de Manon. Nous on a juste travaillé sur de la gestuelle pour que les trajectoires que va utiliser Rose, j'espère qu'on l'a fait et que je ne me suis pas trompé, ça c'est mon entière responsabilité. On a essayé de les reproduire sur des schémas pour travailler ça et pour répéter ça. Manon aussi, dans l'échange qu'on a eu avec elle sur l'aspect combat, nous parlait aussi de l'aspect global du MMA, parce qu'on parle beaucoup du striking de Manon, mais il y a l'aspect de la lutte, pourquoi pas un peu de grappling, pourquoi pas un peu de clinch aussi. Moi, je pense qu'elle peut faire beaucoup de dégâts dans le clinch, Manon, dans ce combat-là contre Rose. Tous les aspects du MMA ne sont vraiment pas à galvauder dans ce combat-là, et son aisance physique, enfin sa supériorité physique, va être de toute façon un truc hyper important dans ce duel. Mais on a plein de surprises encore. Elle n'a rien montré maintenant de ce qu'elle sait faire. Franchement, la qualifiée de striker, c'est un peu réducteur. Puis c'est simpliste, quoi. Elle a beaucoup de flèches à son arc et elle les montrera petit à petit en fonction de la circonstance et de ce qu'elle a besoin pour gagner ses rounds et ses combats. Mais non, il y a énormément de... ça fait 5 ans qu'on travaille vraiment tous les jours. Et moi, je dis toujours, quand on me demande combien de temps il faut, coach, pour avoir une bonne lutte, il faut 5 ans. Donc, elle est parfaitement dans le timing et elle n'a pas une bonne lutte, elle a une très bonne lutte. Et si elle a besoin de le montrer le 2 septembre au soir, elle le montrera sans aucun problème. Il y a un truc sur... Vas-y, Lionel, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, excuse-moi. Non, c'était juste parce que j'y pensais. On a évoqué avec Manon tout à l'heure le fait qu'elle avait combattu blessée contre Choucadian. Elle est arrivée blessée, elle a combattu blessée, et malgré tout, elle a réussi à remporter le combat. Et elle nous disait que d'un point de vue, ça lui avait fait presque passer une marche mentale. Parce qu'elle a vu que même si elle voyait qu'elle était dans le dur, entre guillemets, dans un combat, elle réussissait à aller au-delà de l'adversité. Est-ce que vous l'avez senti? C'est quelque chose... Parce que j'imagine qu'en fait, ça, c'est quelque chose, on ne le sait pas avant que ça arrive. On ne peut pas connaître le mental d'un combattant avant un combat. Moi, je ne suis pas inquiet pour son mental, mais si on pouvait arrêter de jouer avec le diable, ce serait bien pour le mental, Lionel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits à raconter, mais je vais être très bref et condensé. Son premier combat à l'UFC, c'est un short notice. Son deuxième combat, on nous change l'adversaire à 3 jours du combat. Ça devait être Marina Moroz, qui est plutôt typée boxe anglaise, ukrainienne, et on a une brésilienne qui fait 15 cm de moins, qui est championne du monde de Jiu-Jitsu. On a la personne de Tabata Ricci, qui elle aussi d'ailleurs performe dans la catégorie d'en dessous, maintenant, qui vient d'atteindre la catégorie 32. Troisième combat, Manon a le Covid, donc le combat contre Mera Bueno Silva, qui vient de battre Lyon dans la catégorie du dessus à 61 et reporté 3 semaines après, et elle le gagne juste après un Covid lourd et long. Quatrième combat, ça doit être Jessica Eye, qui Poulaille, et on décale le combat à 3 semaines, c'est plus Jessica Eye. Tu fais un step-up de 10 places dans la KT,
c'est Jennifer Maia. Et 5e combat, c'est Choucadian blessé avec un croisé totalement rompu. Donc, si on pouvait arrêter un peu les merdes, c'est quand même sympa. Là. Et c'est vraiment pas une croisière facile, cette carrière UFC. Et c'est valable pour tous les athlètes. Et quand tu n'es pas connu dans l'organisation, ben, c'est très difficile de dire non. C'est pas difficile, c'est impossible. Et donc, il faut être très complet et relever tous les challenges parce que c'est vraiment semer d'embûches. Et franchement, plus difficile comme début de carrière à l'UFC, on ne pouvait pas. Donc, son mental, il n'a pas été testé une fois. En vrai, il a été testé 5 fois déjà, le mental de Manon. Et à chaque fois, elle fait preuve d'une résilience et d'une volonté. Mais voilà pourquoi, des fois, il m'arrive de m'emporter sur les réseaux quand j'entends des critiques et des insultes, surtout parce que la passion et la dédication de mettre ces gens-là, elle est exemplaire. Alors, bien sûr que tout le monde ne le sait pas, mais en tout cas, ça mérite le respect et rien de plus. Est-ce qu'au final, avec tout ce travail-là qui a été mené sur ces années, est-ce que là, on n'est pas en train, au 2 septembre, de rentrer dans ce qui ressemble être le prime de Manon, le prime, et quand je dis prime, moi, j'associe tout, le prime physique, le prime du développement des skills et le prime mental aussi. Oui, très bien vu. Et là, elle est au top du top. Elle vient de re-signer pour 8 combats. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et elle a beaucoup d'objectifs dont qu'elle évoquera, elle, par la suite, puisque je sais qu'elle prend ça step by step. Mais clairement, c'est très bien vu. Prime total. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte qu'au moment où on se parle. Bah, ça donne envie en tout cas. L'AKT en même temps, moi ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que Manon, bah, du coup, elle s'est forcément faite un peu oublier avec sa blessure et le fait de ne pas la retrouver dans des événements récents. Mais l'AKT a beaucoup évolué. On a eu l'éclosion, très belle éclosion d'ailleurs d'Erin Blanchfield qui est très jeune. On a Tayla Santos, on a Alexa Grasso, on a des filles qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que ça vous évoque aussi de la perspective d'être championne dans la catégorie la plus compétitive de l'UFC? Ça fait énormément sens quand même aussi d'arriver, de rester dans ces conversations-là, d'avoir Rose à ce moment-là aussi. Je trouve qu'il y a une espèce de convergence et une idée comme quoi là on est potentiellement dans, je ne sais pas si ça peut être le cas, mais la catégorie la plus compétitive quasiment de l'histoire des féminines et de l'UFC, quoi. C'est beau. Franchement, c'est pas une question de fierté, hein, mais depuis le départ et qu'elle est amateur et qu'on travaille sur d'abord les championnats du monde IMAF, et on en parle depuis le début et ça a toujours été l'objectif. C'est pas être hautain que de penser ça, c'est que ça a été. Moi, j'en parle de l'UFC avant même qu'elle a démarré en pro. Et Valentina, ça a très vite été un sujet de conversation entre nous. Parce qu'en fait, le potentiel qu'a Manon, il était révélé déjà bien avant. Donc, c'est la suite logique d'une carrière intelligente et de sa part et que j'essaye d'encadrer le mieux possible. Voilà ce que c'est. Mais vraiment, Manon, c'est pas quelqu'un qui vient de se révéler depuis le départ et cette télé-réalité en Afrique du Sud après ses championnats du monde IMAF et son aventure à l'UE Warrior où elle fait 3 combats et elle finit tout le monde. Il y a un potentiel, c'est une folie, quoi. Donc, c'est juste, il y a des gens qui sont doués mais qui se perdent parce que les années passent et le travail n'est pas au rendez-vous. Et c'est juste qu'elle, ce don, elle l'a gardé, elle l'a cultivé, elle l'a amélioré. Et puis, c'est une travailleuse, quoi. C'est tout. C'est qu'elle bosse 20 heures par semaine là-dessus. Et tant qu'elle n'aura pas atteint cet objectif et qu'elle a cette passion, elle lâchera rien du tout. Puis dans ce MMA moderne, il y a quelque chose, en tout cas, que si je comprends bien, Manon, c'est une combattante c'est une expression qu'on aime bien donner, c'est quelqu'un qui a l'odeur du sang aussi, qui a le feeling, qui a la sensation de pouvoir faire le coup dur. Est-ce que dans le MMA moderne, c'est quasiment primordial pour passer les derniers steps? Vous le confirmez, ça? Elle a ce truc en plus sur le... Déjà, pour que l'UFC, parce que c'est un sport, mais c'est aussi un entertainment et c'est aussi du business. Et déjà, pour avoir les faveurs de l'UFC, il faut faire du spectacle, avoir envie de finir les combats, être capable de les finir. Maintenant, on a 2 KO, c'est chez les flyweight, garçon ou fille, c'est 2 KO sur 5 combats. Et en recontextualisant ce que je vous disais précédemment, le Covid, la blessure. D'ailleurs, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais ce qui a été le plus traumatisant pour Manon, c'est que les gens soient désinformés. Et là, je vais mettre même pas un petit tacle, un gros tacle à la scène MMA journalistique française, puisqu'on est bien d'accord que pour une info soit relayée aux États-Unis, il faut que celle-ci soit effective. C'est-à-dire que c'est le média français qui sort l'info et elle est relayée.
Et la blessure de Manon n'a jamais été relayée. Et du coup, les gens, ils sont restés sur une performance en demi-teinte, alors que c'est pour moi une formidable performance. De battre le numéro 1 mondial blessé avec un croisé pété, c'est une performance d'exception. Et ce qui a fait le plus souffrir Manon, après ça, c'est justement que personne ne soit informé de sa blessure, qu'elle tombe dans un oubli. Mais tu n'es pas un oubli, c'est normal. Tu ne combats pas. Le MMA, c'est la culture de l'instant. Vous en parlez précédemment. Le focus s'est fait sur Blankfield et Santos n'a pas combattu. Elle est déjà oubliée. Et aujourd'hui, elles vont s'affronter. La plupart des que je vais appeler des casuals, mais ce n'est pas péjoratif, mais des gens qui s'arrêtent à cette culture de l'instant sont persuadés que Blankfield va éclater Santos. Alors que Santos, c'est la fille qui a mis le plus en difficulté Valentina avant qu'elle perde contre Grasso. Donc voilà, ce sport, on le sait que c'est la culture de l'instant, mais je pense que si l'info de la blessure de Manon avait été relayée suffisamment, ça aurait été plus doux pour elle. Et parce que les gens auraient pris ça en compte avant de juger qu'une performance elle est moindre que ce que Manon réserve d'habitude. Lionel, peut-être? Moi, j'en ai quasiment terminé là pour le coup. Oui, non, moi ça me fait penser à travers tout ce que vous dites. Est-ce que vous avez senti, parce que moi je le sens sur les réseaux sociaux, un essor, j'ai l'impression que Manon est un modèle pour les combattantes féminines. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles qui veulent se mettre, qui osent se mettre au MMA, parce que vraiment, elle fait office de figure de proue. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins le cas avant. Est-ce que vous le ressentez? Je ressens qu'il y a, en tout cas quand j'invite des guests à nous rejoindre sur le camp d'entraînement de Manon, j'ai des réponses positives à quasiment 100% de mes demandes. Donc je sens que les gens ont envie de savoir en tout cas comment elle s'entraîne et quelle est sa recette quoi, d'entraînement. Et elle reçoit des... Je pense qu'elle est respectée par ses pairs et qu'effectivement, que ce soit les athlètes professionnels ont envie de connaître ses méthodes d'entraînement et les gens qui aiment ce sport ont envie de savoir comment elle s'entraîne et de quelle façon. Donc, ouais, il y a un intérêt, mais qui est relatif à la performance, je pense. Oui, et puis aller ravir la ceinture donnera encore plus de poids et d'effet à ça. De toute façon, ça c'est la suite logique. Ben, écoutez, moi j'en ai terminé, j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer avec vous, Aldric Cassata. Donc, sauf si Lionel, tu as une problématique, un sujet en plus. Absolument pas, tout a été dit. Je pense qu'on est bon. Donc, du coup, je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment, Aldric Cassata. Donc, comme on l'a compris assez facilement dans ce podcast, le coach du Boxing Squad et donc par effet boule de neige de Manon Fiorot que l'on retrouvera le 2 septembre prochain à Paris pour l'UFC France, l'UFC Paris. Grand plaisir évidemment de retrouver Manon devant son public et on en a parlé avec elle et on se languit vraiment de ce co-main event contre Rose Namajunas. En attendant, merci infiniment pour toute cette sincérité et tout ce flot de bonnes choses que vous nous avez dit, mon cher Aldric Cassata. Et puis j'ai envie de dire rendez-vous le 2 septembre maintenant. Merci à vous, c'était un plaisir et à très vite. Merci. Allez, ciao.